Monsieur Hama Amadou, merci d'avoir répondu à l'invitation de Monde Afrique. Donc, apparemment, être opposant en Afrique et au Niger, ce n'est pas de tout repos, puisque vous êtes à la tête des principaux mouvements d'opposition au Niger, le mouvement démocratique nigérien. Vous êtes un challenger très menaçant pour le président Issoufou pour la prochaine élection présidentielle qui doit avoir lieu en février 2016. Or, dans quelques heures, vous repartez dans votre pays et vous êtes, à votre arrivée, si j'ai bien compris, menacé de détention. Pour quelle raison? Bon, je pense que depuis 2013, le projet de M. Issoufou Mahamadou est de se débarrasser des principaux opposants qui sont susceptibles de contrarier sa réélection en 2016. Parmi eux, malheureusement, je figure en bonne place. Et c'est pour cette raison que tout le monde l'a appris. Il a concocté un faux dossier de trafic d'enfants. Et pour quelle raison ils ne vous ont pas collé une histoire de blanchiment d'argent, de corruption, etc. Là, ils ont trouvé une histoire rocambolesque de trafic d'enfants. Qui peut croire à cela? Ben, pendant plusieurs années, ils ont fouillé la gestion du Premier ministre Mahamadou. Et pendant toutes ces années, ils n'ont rien pu trouver de compromettant vis-à-vis de ma gestion. Alors il leur fallait coûte que coûte trouver un motif pour se débarrasser de moi. C'est presque un certificat d'honorabilité finalement qui vous décerne en cherchant dans les poubelles une histoire absolument invraisemblable de vol d'enfants. C'est vrai, pour quelqu'un qui a géré un gouvernement pendant 9 ans presque, et lui reprocher après 9 ans d'avoir être complice d'une affaire de supposition d'enfant, parce que la supposition d'enfant, c'est quand une femme simule une grossesse et simule un accouchement. Je trouve ça ridicule. Donc, pour cette raison, ils ont prévu que dès mon arrivée à Niamey, et d'ailleurs, un de mes homonymes en a fait la triste expérience le lundi il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Ils ont appris que dans l'avion, un certain M. Hama Amadou était en train d'arriver à Niamey. Un dispositif policier énorme avait été installé sur le tarmac. Et évidemment, ils attendaient Hama Amadou, l'homme politique. C'est Hama Amadou, le mécanicien, qui est descendu. Ils ne le connaissent pas. Oui. Il a pu partir et après on l'a rappelé, lui tirer les joues, le nez, pour savoir si ce n'était pas M. Hama Amadou qui s'est maquillé pour se faufiler. C'est grotesque. Mais qu'est-ce qui peut se passer si vous êtes mis en détention? Est-ce que l'opposition est suffisamment unie pour vous défendre? Je pense qu'au-delà de l'opposition, il faut se poser la question de savoir si la justice va dire le droit. Parce que quand on a été l'objet d'un mandat d'arrêt par un juge d'instruction qui veut vous écouter et que ce juge d'instruction est dessaisi du dossier parce qu'il a déposé son rapport entre les mains d'un autre juge, le mandat d'arrêt, d'après mon avocat qui a parlé il y a quelques jours, est devenu caduc. Mais vous savez que le rapport de force politique est très important. Et qu'est-ce qui peut être aujourd'hui? Moi, je pense que l'opposition va se battre. Mais pas seulement pour moi, mais parce que l'opposition, que ce soit par rapport au fichier électoral, que ce soit par rapport aux conditions d'organisation globale des élections, par rapport à la volonté manifeste de fraude que le pouvoir est en train de vouloir mettre en œuvre, l'opposition ne se laissera pas faire. Donc, mon dossier, comme d'autres dossiers, parce que le président Maman Ousmane, lui également, a été spolié de son parti, n'est-ce pas? C'est un combat global que l'opposition sera amenée à engager si jamais ils ajoutent à ces problèmes qui existent déjà
une arrestation arbitraire, puisque ça ne sera rien d'autre que cela. Et la meilleure arme du président Issoufou, ça devrait être son bilan. Comment vous le jugez, ce bilan? Au départ, il avait annoncé des grands chantiers, l'hydraulique, l'autosuffisance alimentaire, le développement des mines d'uranium. Où est-ce qu'on en est sur ces principaux dossiers? Bon, en tout cas, à un moment de la politique politicienne, il a dit sur un certain nombre d'antennes internationales qu'il a 3 grands chantiers symboliques qui symboliseront son mandat. Il a dit c'est Imouraren. L'uranium? Imouraren, c'est le projet de production d'uranium à ciel ouvert, de 5000 tonnes environ, avec Areva. Et on en est où sur ce projet? Ben, ce projet, je crois, est enterré, dans la mesure où Areva est en train plutôt de chercher les moyens de ressusciter. Parce que et ailleurs qu'au Niger. Ailleurs, bon, ensuite, deuxième dossier. Le deuxième dossier, Kandaji. C'est un projet qu'il a trouvé, que nous avons réalisé d'un bout à l'autre. Les sommes ont été mobilisées. Formidable projet de barrage hydraulique. Un barrage hydraulique. Et là également, il a trouvé le moyen, malgré ce projet qui avait déjà commencé à être mis en œuvre, puisque le marché avait été donné, les entrepreneurs étaient sur nous, il a trouvé le moyen de le bloquer. Aujourd'hui, le barrage de Kandaji n'existe plus. Même pas la première pierre? La première pierre est posée par le président Tanja. Ben, nous aurions aimé que ce soit lui au moins qui fasse l'inauguration du barrage. Mais là, il faut attendre au moins la digue. S'il ne peut pas faire le reste, il aurait pu au moins, et comme je le dis, il aurait pu au moins inaugurer la digue. Pour quelle raison il n'y parvient pas? Bon, je pense que dans l'affaire, il y a véritablement un problème de pot de vin. Parce que tous les gros projets, leur première préoccupation, c'est de savoir combien ils vont recevoir. Je pense qu'ils sont bagarrés sur une question de bakchiche. Et malheureusement, des dossiers de ce genre finissent toujours au Sirdi. Et apparemment, le Niger est coincé. Et le troisième objectif, l'autosuffisance alimentaire, c'est essentiel dans un pays avec une très forte natalité. Le projet 3M, dont il nous a rebattu les oreilles pendant de longues années, mais qui est un slogan creux, dans la mesure où celui qui dirigeait le projet lui-même a dû émigrer à Rome pour aller à la FAO. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est de la poudre aux yeux. Donc ces 3 projets symboles de son mandat ont été un échec. Donc disons qu'il n'a pas de bilan. Sauf alors sur le plan sécuritaire, il met en avant, comme beaucoup de chefs d'État africains, la lutte contre le terrorisme, le rempart qu'il constituerait contre le Boko Haram ou au nord contre les djihadistes libyens. Vous voyez là, je pense que c'est... Le problème de la sécurité est devenu une sorte de moquerie vis-à-vis de l'intelligence des Nigériens. Il n'y a pas de sécurité au Niger. Et si M. Issoufou veut le démentir, je pense qu'on pourrait aller ensemble à Difa pour poser la question. Vers la frontière tchadienne pour savoir ce qui se passe. Tous les jours, on tue des gens dans la région de Difa. Il avait promis de régler le problème en 3 mois. Mais ça fait plus d'une année maintenant que les Nigériens sont en train de mourir sous les coups de Boko Haram. Et comment expliquez-vous la cote de popularité qu'il a, au moins un endroit, c'est à Paris, et auprès de son ami François Hollande, l'international socialiste. Vous-même, vous avez rencontré, là, vous êtes depuis plusieurs mois à Paris, est-ce que vous avez rencontré les responsables du Quai d'Orsay, de l'Élysée, du Parti socialiste? Bon, je crois que il y a des amitiés idéologiques, ça c'est évident, parce que M. Issoufou Mahamadou se réclame d'être de l'international socialiste à travers son parti. En France, c'est le Parti socialiste qui est au pouvoir. Mais c'est quoi la dimension socialiste de son bilan? Ben, je crois que la dimension socialiste de son bilan, c'est qu'il a enrichi un groupuscule de gens autour de lui et lui-même. Parce que quand sa propre épouse peut se permettre de se
balader à l'intérieur du Niger pour distribuer des milliards. Elle ne fait aucun travail. Elle parle d'une fondation qui, je sais, dans le monde actuel, personne n'est prêt à donner des milliards à qui que ce soit pour les distribuer. Elle distribue de l'argent. Donc on peut se demander si le bilan socialiste ne se résume pas à voler de l'argent pour le distribuer aux populations au titre de l'achat de conscience qui est en préparation. C'est-à-dire au moment du vote, ce qu'on appelle l'achat de conscience, c'est-à-dire d'acheter les électeurs. C'est ce qu'ils sont. Et c'est son épouse qui est chargée de faire ça. Donc ça vous donne une idée. Tout ça, vous avez pu le raconter à des responsables français? Bon, c'est-à-dire les responsables français sont dans la défense des intérêts de la France au Niger. Je comprends bien que sous certains aspects, je ne suis pas très intéressant à rencontrer, n'est-ce pas? Mais il n'en demeure pas moins que dans la logique de la démocratie, tous les acteurs politiques susceptibles d'incarner à un moment ou à un autre l'alternance dans un pays méritent quelques égards et quelques considérations, ne fût-ce que des rencontres de courtoisie. Mais je m'excuse d'insister, est-ce que vous avez eu de ces rencontres de courtoisie? Et pour le moment, j'ai souhaité rencontrer un certain nombre de gens. On me promet que ça va se faire, mais pour le moment, j'attends. Si vous êtes en prison, ça va être compliqué demain de les rencontrer. Bon, je pense que si je suis en prison, je n'aurai pas l'occasion de les rencontrer. Mais pu le faire avant. Oui. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir essayé, parce que c'est mon devoir d'homme politique nigérien, et de rencontrer des responsables politiques français. Parce que la relation franco-nigérienne est importante pour vous? La relation franco-nigérienne est importante pour pratiquement tous les pays d'Afrique francophone de l'Ouest aujourd'hui. Et je pense que pour beaucoup de raisons, il faut consolider ces relations, il faut les renforcer et les assainir. C'est-à-dire il faut que les relations soient fondées sur des institutions républicaines fortes qui incarnent la démocratie et non sur des individus pour des considérations multiples qui peuvent être plus des complices que des alliés. Et si demain, vous êtes effectivement dans quelques heures en détention et que les forces de la société civile, les forces politiques se mobilisent en votre faveur, quel est le mot d'ordre que vous auriez envie de faire passer auprès de vos partisans? Je pense que je n'aurai pas de mot d'ordre à donner et je n'en donnerai pas. Nous sommes dans une logique politique. Moi, en tant que leader politique, après mon investiture, par devoir vis-à-vis de mes militants et des Nigériens, j'ai décidé de rentrer pour faire face à tous les risques que ce retour pourrait impliquer. Maintenant, ceux qui m'ont désigné comme candidat ont quand même, par rapport à mon retour, une responsabilité. Et mes alliés, dans le cadre de ce combat commun que nous menons, ont également un devoir vis-à-vis de moi. Comme moi, j'ai un devoir vis-à-vis de tous pour que notre combat aboutisse à libérer le Niger. Justement, quel serait votre mot d'ordre pour la campagne présidentielle comme candidat? Quel est vraiment pour vous, qu'est-ce que vous voulez incarner pour le Niger? Il faut incarner l'alternance, mais pas l'alternance purement politique. Il faut changer radicalement la gouvernance. Faire en sorte que ceux qui seront élus, ceux qui seront nommés dans le cadre du pouvoir d'État, soient des serviteurs de l'État et des populations et non pas des rois ou des aristocrates. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe malheureusement. Une poignée d'individus vit au détriment de la grande masse des Nigériens, vit dans l'opulence. Alors que même qu'il y a 2 ou 3 ans auparavant, ils étaient obligés de mendier du carburant ou de quoi acheter une bouteille de bière. C'est pour vous dire que la chose est inacceptable, que certains fassent leur beurre sur la pauvreté de la grande masse de nos populations.
Donc nous voulons changer cela. Merci Monsieur le Président pour cet entretien. Nous vous souhaitons à Mondafrique le meilleur retour possible au pays, hein, que nous nous retrouvions prochainement à Niamey pendant une campagne présidentielle équilibrée et qui laisse à tous les candidats des chances d'exposer son programme et ensuite d'être ou ne pas être reconnu par le peuple nigérien. Merci. C'est à moi de vous remercier pour l'accueil dans vos studios et j'espère bien que nous allons faire en sorte que le combat que les médias mènent aussi pour un véritable enracinement de la démocratie en Afrique se concrétise à travers les actions que nous menons. Merci beaucoup à vous aussi.